je vais vous présenter des modèles qui ne sont pas forcément classiques en statistique bayésienne, en statistique, mais qui sont très utiles pour un certain nombre de cas. Je vais commencer par vous montrer un peu à quoi ils peuvent servir, et après je vais vous montrer un exemple d'utilisation sur des données, un problème de sport aussi. Alors, donc ce genre de modèle, il cherche à répondre à la question suivante. Imaginez que vous avez une gigantesque pile de DVD et que vous avez une bibliothèque où vous voulez les ranger. Et vous allez essayer de ranger votre bibliothèque de manière logique, mettre ensemble les films qui se ressemblent. Si ça vous parle moins, on peut imaginer aussi sur Netflix, si vous avez beaucoup de films et vous essayez de faire des catégories pour après pouvoir trouver des films facilement, le problème se pose de la même manière. Vous commencez par piocher un premier film et vous le mettez sur une première étagère. Prenez le deuxième film et a priori, on ne va pas le mettre avec. Moi, moche et méchant, on ne le mettrait pas avec Star Wars. Donc on le met soit sur une deuxième étagère ou un deuxième endroit dans l'étagère. Troisième film, pareil, il n'y a pas de raison de le mettre avec le précédent. Par contre, celui-là, qui a l'air d'être un film d'animation, je le mettrais bien avec Moi, moche et méchant. Si je continue, Valérian, donc ça a l'air d'être un film qui se passe dans l'espace, science-fiction à nouveau. Je vais le mettre avec Star Wars. Celui-là avec Moi, moche et méchant. Et lorsque je prends un nouveau film, et celui-là, il va dans aucune des catégories évidentes d'avant. Donc je le mets dans un nouvel endroit. Alors vous voyez que si je continue comme ça, au fur et à mesure, je vais créer toujours de nouvelles catégories. Et donc le nombre de catégories qui existent, il va dépendre du nombre de films que j'ai. Alors ensuite, autre chose intéressante, c'est que si je pioche assez de films d'animation, par exemple, je vais peut-être vouloir changer les catégories et faire différentes sous-catégories dans les films d'animation. C'est difficile, a priori, de dire combien il va y avoir de catégories. On n'a pas envie de dire, au maximum, j'aurai 10 catégories. On voudrait quand même une approche qui permette d'avoir un nombre de catégories adaptatifs. Et une dernière information intéressante, c'est que plus j'ai de nouveaux films, plus j'aurai des catégories précises et intéressantes. Et ça, c'est une situation qu'on trouve dans beaucoup de cas particuliers. Au fur et à mesure qu'on a plus de données, on va avoir plus d'informations, on va avoir une information plus riche, et donc on voudrait un modèle qui est capable de capturer plus d'informations. Alors par exemple, si on cherche de nouvelles espèces, on va en Guyane et puis on va explorer cette partie de la forêt, on trouve un certain nombre d'arbres, une autre partie. A priori, il n'y a pas de raison de penser qu'on a trouvé toutes les espèces. Donc si on veut faire une estimation du nombre d'espèces, on veut quand même ne pas avoir de limite sur le nombre d'espèces possibles. Si on veut on prend tous les produits vendus par Amazon et qu'on veut aussi faire des catégories, pareil. Plus on considère d'objets, plus on veut avoir de catégories différentes et des catégories plus fines. On peut trouver d'autres exemples, mais pour généraliser, dès qu'on a des données hétérogènes et en très grande quantité, on est intéressé par l'idée d'avoir des modèles adaptatifs comme ça. Alors, là, maintenant, je vous montre un exemple de données qui sont issues de ce sport, le lancer de poids. Et donc, on a encore une fois pas mal de données sur plein d'athlètes différents. Et la question à laquelle on veut répondre, c'est de trouver quels sont les athlètes qui ont triché, qui ont pris des produits dopants. Alors, je vous montre un peu juste ce genre de modèle, il est utilisé pour faire ce qu'on appelle du clustering, c'est-à-dire mettre les données en groupe. Et dans notre cas, ce sera mettre les athlètes dans un groupe non dopé ou dans des groupes de gens non dopés et puis mettre dans un groupe d'athlètes dopés, ceux qui, évidemment, ont triché. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle de clustering? C'est un modèle où on va chercher à grouper les données en un certain nombre de groupes et où les données seront plus similaires à l'intérieur d'un groupe qu'à l'extérieur d'un groupe. Donc, c'est mettre ensemble les films qui se ressemblent. Alors, donc dans notre cas, ici, je regarde la distance à laquelle ils ont lancé leur poids pour chacun des joueurs. Et puis, si j'applique un modèle de clustering, je vais peut-être trouver deux clusters, par exemple. Si je cherche à séparer les données en deux, je vais peut-être trouver deux groupes qui sont le groupe des professionnels, par exemple, et le groupe des amateurs. Ces deux, ils ont un entraînement différent, donc ils ne vont pas lancer disons, les professionnels se ressemblent entre eux, ils vont tous faire des scores dignes des Jeux Olympiques, et les amateurs, ils vont avoir des scores différents. Alors maintenant, je vous montre plus précisément qu'est-ce que c'est qu'un modèle de clustering. Comment est-ce qu'on peut faire un modèle de clustering? Alors c'est comme ça qu'on travaille en statistique. On a des données, on essaye d'imaginer un modèle qui a pu donner lieu à ces données. D'accord? Donc on essaye de construire un modèle qui produit des groupes. Alors on regarde le premier point,
Et puis on dit, voilà, chaque point, il va être soit dans un groupe, soit dans l'autre groupe, avec une certaine probabilité. Et une fois qu'il est dans un groupe, eh ben, il va avoir une valeur qui dépend du groupe. Donc par exemple, si mon premier point il est dans le groupe des professionnels, on sait qu'il va plutôt lancer loin, et après, ça va dépendre du professionnel. A l'inverse, si on est tiré dans le groupe des amateurs, eh ben, on sait que ça va être des distances un peu plus faibles, etc. Donc maintenant, mon deuxième point, je tire au hasard dans le groupe dans lequel il appartient, et puis après, maintenant, je tire une valeur qui dépend du groupe auquel il appartient. On fait comme ça pour toutes les données, et ça, c'est un exemple de modèle, de manière de générer ces données-là. Maintenant, tout le travail qu'on fait en statistique, c'est une fois qu'on a trouvé un modèle génératif pour les données, eh ben, on essaye d'évaluer la probabilité que ce point-là soit dans un groupe ou dans l'autre. Ça, c'est vraiment le travail que fait un statisticien. Une fois que le modèle est construit, on essaye de calculer les probabilités de certaines valeurs. Alors, pour revenir à ce que je vous ai montré au début sur les films, on est dans une situation où si on a davantage de données, peut-être qu'on va voir des sous-groupes apparaître. Peut-être qu'on va avoir des catégories plus fines. Alors par exemple, à l'intérieur de la catégorie des professionnels, peut-être qu'on va avoir deux sous-groupes différents pour les hommes ou les femmes. Ou alors, là c'est un exemple un peu artificiel, mais encore une fois, plus j'ai de données, plus je vais peut-être pouvoir identifier de sous-groupes. Alors différentes classes d'âge, des athlètes jeunes ou vieux, le type d'entraînement qu'ils ont suivi ou d'autres variables comme ça. Donc encore une fois, on veut ne pas spécifier à l'avance le nombre de groupes, ne pas dire je veux un modèle avec seulement 2 groupes, mais au contraire avoir quelque chose de plus flexible qui va s'adapter à la quantité de données qu'on a. Et le genre de modèle qu'on utilise, c'est là que je viens au domaine dans lequel je travaille, les statistiques bayésiennes non paramétriques, c'est un groupe où, a priori, on a des modèles où il y a un nombre de groupes différents qui est infini, et on va seulement en observer un certain nombre. Alors imaginez, ça on peut bien le comprendre lorsqu'on cherche des espèces, il y a un grand nombre d'espèces dans la jungle, et puis on va en observer seulement un certain nombre. Alors il y a une belle analogie pour comprendre un peu comment fonctionne ce modèle. On appelle ça la métaphore du restaurant chinois. Alors vous imaginez, dans un restaurant chinois, il y a des grandes tables et puis les gens viennent s'y installer. Et donc le premier point, il forme son groupe tout seul, donc il se met à une table. Puis le deuxième point, soit il vient à la table qui est déjà occupée, ou soit il va à une nouvelle table. D'accord ? Donc avant, il y avait un certain nombre de tables et puis un point, il allait à une des tables au hasard. Là maintenant, soit il vient à une table existante, soit il crée une nouvelle table. Et donc ici, vous voyez le point, et puis est-ce qu'il est arrivé à une nouvelle table ou pas. Et on continue comme ça. Donc à chaque nouvelle observation, soit on vient s'asseoir à une table qui existe déjà, soit on crée une nouvelle table. Et ça nous permet donc on voit dans ce cas-là qu'il n'y a pas de limite au nombre de groupes possibles. On voit qu'on peut arriver jusqu'à un nombre infini, et ici ça vous montre un peu l'évolution du nombre de groupes qui existent en fonction de la quantité de données. Donc on voit que ça augmente au fur et à mesure, mais sans exploser non plus. Donc on forme bien des groupes comme ça. Alors j'arrive maintenant aux données exactes de lancer de poids, les vraies données. Et donc c'est des données qui sont utilisées par des collègues à moi à l'université de Turin. Et donc ça c'est pour un athlète. Et en fait, on voit tous les lancers qu'il a fait dans sa carrière. Donc là, on a la distance. Alors, faites pas attention aux numéros qui sont là, mais c'est la distance à laquelle il a lancé le poids en fonction de la durée de sa carrière. Et alors, ce qu'on observe en plus dans ces données, quand on regarde des vraies données, c'est qu'on a un effet de saison. C'est-à-dire que d'une saison à l'autre, les performances d'un athlète vont changer. Bon, c'est quelque chose d'assez naturel. Et on peut voir aussi qu'au fur et à mesure que l'athlète avance dans sa carrière, il va s'améliorer un peu. Puis après, il y a sûrement une décroissance vers la fin de sa carrière. D'accord ? Donc ça, c'est pour un athlète. Et donc on a ici ce qu'on appelle un effet saison. C'est-à-dire d'une saison à une autre, on peut avoir un saut dans les performances. Et maintenant, ça, c'est les données pour des athlètes assez différents. Donc on voit certains qui montent, descendent. Enfin, on a une grande variabilité, en fait, dans les performances des athlètes, comme on s'y attendrait. Alors maintenant ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tous les athlètes ensemble, tous les lancers, et puis après on a mis une couleur différente selon si ce sont des hommes ou des femmes, par exemple. Donc on voit ici que en moyenne, disons, les performances des femmes sont un peu en dessous de celles des hommes,
mais on voit beaucoup de femmes qui ont des performances au-dessus ici. Alors là, c'est la question qui nous intéresse. Les performances des athlètes dopés par rapport aux athlètes non dopés. Et puis ici, c'est est-ce qu'ils jouaient à l'intérieur ou à l'extérieur. Et puis ici, on ne voit pas de différence. Donc en fait, les athlètes, dans nos données, les athlètes ont les mêmes performances qu'ils fassent leur lancer de poids à l'intérieur ou à l'extérieur. Et alors, je vous ai montré tout à l'heure un modèle pour le clustering. Et après, on a cherché à utiliser ce modèle-là. Donc ici, je vous montre un modèle pour les performances des athlètes. Et donc, en particulier, on cherche à caractériser les performances des athlètes pour une saison avec une sorte de moyenne ici. Et on va s'intéresser ici au changement de performance d'une saison à l'autre. Encore une fois, l'idée qui est derrière, c'est que si un athlète a pris des produits dopants, à une saison, peut-être qu'à la saison suivante, il va avoir des résultats bien meilleurs que les autres. Mais pourtant, tous les athlètes vont quand même avoir des variations de performance d'une saison à l'autre. Donc on veut essayer de séparer les athlètes dopés des athlètes non dopés. Alors maintenant, c'est une figure un peu compliquée, mais qui explique de manière graphique les différentes parties du modèle qu'on utilise pour ces données. Donc on a une partie qui est simplement croissante, parce qu'on a vu qu'en général, les performances des athlètes augmentaient avec le temps. Ensuite, on a donc la performance saisonnière, qui est constante, comment on appelle ça, constante pendant la saison, et qui saute dans une direction ou dans une autre. Et puis après, on a quelque chose pour modéliser l'écart par rapport à ces tendances moyennes. Donc, ce que je vous présentais, enfin, la partie non paramétrique du modèle, la partie où il y a un clustering, elle se fait sur cette tendance moyenne au milieu de la saison. C'est-à-dire que les sauts sont groupés entre athlètes et saison. Alors si je prends la métaphore du restaurant chinois, disons, lorsque je cherche à caractériser la performance d'un athlète à une certaine saison, je vais soit prendre les performances d'athlètes déjà existants, soit créer une nouvelle performance. Donc en fait, ce genre de modèle, il va induire un clustering, va induire des groupes parmi les athlètes. Des athlètes qui ont la même performance à cette saison et d'autres qui ont des performances différentes. Et on va surtout grouper les sauts en fait. Alors pour conclure, pour essayer de voir comment ça marche, une fois qu'on a créé des groupes parmi les athlètes, on va regarder si par hasard il n'y a pas un groupe qui correspondrait aux athlètes dopés. Est-ce qu'ils ont un saut de performance différent du reste des autres groupes? Et bien sûr, on va avoir d'autres sous-groupes qui vont dépendre des hommes, des femmes, et puis de toutes sortes d'informations auxquelles on n'a pas forcément accès. Et donc, voilà la conclusion de ce travail. Si on arrive bien à observer un groupe d'athlètes dopés, lorsqu'on aura de nouvelles performances, on pourra regarder si elles vont plutôt se grouper avec les athlètes dopés ou plutôt avec les athlètes non dopés. Et dans le cas où ils se grouperaient avec les athlètes dopés, renforcer les contrôles ou essayer de faire des enquêtes supplémentaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai pris quelques-unes des idées dans ce cours de Tamara Broderick et Michael Jordan. Et puis donc là, ici, une première analyse des données de lancer de poids que vous avez vues. Et c'est aussi le travail de master d'un de nos élèves. Merci.